que sur une même nanoparticule, on va pouvoir mettre un élément qui va permettre de cibler une molécule thérapeutique spécifique à un endroit du tissu cancéreux et de la cellule cancéreuse. On va pouvoir ajouter donc, cette molécule. On va pouvoir ajouter des éléments qui permettent d'activer la délivrance de cette molécule quand on le veut et à l'endroit où on le veut. Et on va pouvoir aussi ajouter des éléments qui vont permettre d'imager, de voir où va la molécule et même de voir l'effet de la molécule. Donc si cette molécule induit la mort, il va y avoir par exemple un signal fluorescent qui va s'activer. Et s'il n'y a aucun effet, que la prolifération continue, ce signal ne sera pas activé. Donc on pourra avoir in situ, immédiatement, une visualisation de l'effet thérapeutique. Donc vous voyez des nanoparticules multifonctionnelles, miniaturisées, qui de façon très peu invasive, par une simple injection intravasculaire, vont aller dans le tissu pathologique, donc en générant moins d'effets secondaires dans les organes périphériques. In terms of what is already available for nanotechnology in medicine, we must keep in mind that the first nanodrugs were approved about 15 years ago. In the United States and in Europe as well, and are used in cancer clinics everywhere, in Europe, in the United States and worldwide. Some of these were initially approved for Kaposi sarcoma. They are currently used for breast cancer, for metastatic and recurrent ovarian cancer. Those are liposomal formulations of different active agents. There are also drugs that have been approved that are based on nanoparticles of albumin or nanocrystal formulations of oral drugs. Several different contrast agents, and of course many different new applications are in the preclinical pipeline, with about 20 clinical trials going on in the United States and Europe at this moment for entirely new nanoparticle platforms. Alors, je vous donnerai donc un exemple d'un système nanoparticulaire à base d'un polymère biodégradable, les polyalkylcyanoacrylates, qui en réalité encapsulent un médicament anticancéreux, la doxorubicine, et qui permettent de cette manière de masquer la doxorubicine de la reconnaissance par les protéines des flux de type P-glycoprotéines, MRP, qui, vous le savez, sont les protéines qui sont responsables en particulier des processus de résistance multidrogue, et c'est un des mécanismes de résistance des cellules cancéreuses au traitement. Alors, autre manière d'être intelligent, eh bien, c'est, je vous le disais aussi, de protéger cette fois-ci non plus des petites molécules mais des macromolécules comme les siRNA de la dégradation par les enzymes, en particulier par les nucléases. Alors c'est vrai qu'actuellement beaucoup d'équipes de recherche cherchent à mettre au point la balle magique, hein, c'est-à-dire la nanocapsule qui va traverser les vaisseaux cérébraux et va aller directement s'attaquer à la tumeur. C'est un concept très intéressant mais qui est encore très difficile. C'est pour ça que dans la plupart des développements précliniques actuellement, les neurochirurgiens, les neuro-oncologues ont développé l'administration directe dans le cerveau d'une suspension de nano-objets, soit par injection directe, comme ce qui a été fait dans beaucoup d'essais thérapeutiques de thérapie génique, soit par ce qu'on appelle la convection enhanced delivery, qui est une sorte de perfusion du tissu cérébral très lente, qui permet d'administrer ces nano-objets dans le tissu cérébral. Alors l'intérêt en neurochirurgie et en neuro-oncologie de ces nano-objets est double. Le premier, c'est effectivement l'imagerie opératoire. Comme on a pu voir, la possibilité de rendre fluorescentes les cellules tumorales pourra aider très largement le neurochirurgien à délimiter les bords de la tumeur qui ne sont pas toujours faciles à voir, même sous chirurgie sous microscope. Et ça, c'est un point sûrement très intéressant pour aider à éradiquer au maximum sur le plan chirurgical la plus grande partie de la tumeur. Le deuxième point est plus thérapeutique. Il faut que ces micro-objets, ces nano-objets transportent des molécules qui vont pénétrer, qui vont cibler les cellules cancéreuses, pénétrer à l'intérieur et les tuer de façon spécifique, bien sûr en protégeant, en épargnant le tissu cérébral qu'il y a autour. On a déjà des éléments qui montrent qu'on peut développer des nanomédicaments sans effet toxique, avec un recul déjà important. Il faut aussi dire que sur les nanoparticules les plus innovantes comme les nanotubes de carbone, il y a, avant d'utiliser ces nanoparticules chez l'homme, tout un travail spécifique
de nanotoxicologie préclinique à mettre en place, comment doser ces nanoparticules, comment évaluer l'impact sur les tissus. Donc ça, clairement, ce travail doit être fait. Alors il a été beaucoup supporté au plan européen et on commence à pouvoir utiliser des éléments d'observation à l'échelon nano, comme la microscopie AFM, pour regarder dans le tissu l'impact des nanoparticules. At this moment in time, you have to understand first is that nanoparticle is not a fixed concept. It's not like asbestos. We are making nanoparticles. Every month there are new nanoparticles being designed. There are tons of them being taught out in the lab at the moment. There are many varieties. It's an evolving field. So we are only testing some of the nanoparticles at the moment. And already we begin to see a certain pattern, a certain key aspect of nanoparticles that drive the toxicity. I'm not saying that we are there just yet, but the current research is promising enough to give us hope that we can finally identify the key aspect, the key physical, chemical characteristics of the nanoparticles which drive the toxicity, and that will be fed into the material scientists who design and make these particles so that in the future we can have particles without these characteristics and yet it still function extremely well for whatever industrial need that they have. And if we can achieve that, then we are on the right road towards a sustainable and green nanotechnology. And that is the point that I like to make in here, is that we have to work together, the nanotechnologists, the material scientists, and us toxicologists, so that we have a better understanding of this material. But we have to bear in mind that that understanding will help us to design better particles and keep that field of nanotechnology useful and exciting for the future. Medicine is one of the most highly regulated areas we have. This means every new nanotechnology will have to go to the regular regulatory processes, which means there is always a risk-benefit analysis for every new chemical, biological or nanotechnology entity. So this means the good news is that we don't have to bother much about risk discussions here in medicine because it's regulated, and we have dealt with these risks for decades in medicine. The bad news is that every new nanotechnology invention has to go through these regulatory processes, which makes them very expensive, very time-consuming. So all the inventions or innovations we talk about today might take 10 or 20 years until they really come to the patient, and that is certainly an issue which we have to discuss with the regulatory bodies to make innovations more faster available to the patients, because patients actually are in much need of that. They are informed about these developments by internet and they want to have access, and the question is, how do we balance risk and the regulation on one side with patient benefits on the other side and patient needs. Alors, il faut rappeler que tous ces travaux, que ce soit de validation diagnostique ou thérapeutique, se font dans le cadre d'un encadrement légal des essais cliniques, qui est déjà extrêmement lourd. D'ailleurs, un certain nombre d'associations de patients pensent que ceci ralentit l'accès des patients à l'innovation thérapeutique. Donc actuellement, et ça a été bien statué, bien étudié au plan international, les modalités d'encadrement de la recherche biomédicale suffisent tout à fait, si on les respecte, à assurer, je dirais, la sécurité des patients. Donc ça, c'est extrêmement important à rappeler. When can you actually be called ill? Is it when you have a genetic deposition, or when there is one cancer cell developing, or if you have a tumor? And that is not only for yourself important, but it's also important for your employer and for health insurances, who have to decide when it affects them. When are they put you in hospital, or when you are certainly sick? So there are mega trends which are influenced by nanotechnology, but nanotechnology is not the major cause of it. So we have to be careful to make nanotechnology responsible for everything.